Bienvenue sur notre chaîne. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles vidéos. Bon visionnage. La première fois que j'ai réalisé à quel point les animaux comptaient pour Émilie, c'était lors de notre troisième rendez-vous. Nous nous promenions dans le parc, la lumière douce de l'automne filtrant à travers les feuilles qui s'éclaircissaient en. Elle s'est arrêtée net en voyant un chien errant, tremblant au bord du chemin. Sans hésiter, elle s'est accroupie, murmurant des paroles apaisantes tout en tendant la main vers l'animal. Le chien, méfiant mais attiré par sa voix douce, a fait quelques pas hésitants vers elle. Je l'observais, ses yeux brillants et chaleureux fixés sur ceux du chien, formant un lien si pur qu'il semblait faire disparaître le reste du monde. À cet instant, j'ai compris que son amour pour les êtres vivants n'était pas un simple intérêt passager. Il était tissé dans la trame même de son être. Au fil des années, sa passion s'est transformée en carrière au zoo local. Le travail était exigeant, mais il lui convenait parfaitement. Elle rentrait après de longues journées avec des histoires chamédiques qui illuminèrent nos soirées, les facéties de la loutre, l'entêtement du vieil éléphant, ou les moments décisifs où elle gagnait enfin la confiance d'un nouvel animal. Je ne pouvais jamais égaler son enthousiasme, mais ça ne me dérangeait pas. J'aimais voir son visage s'animer lorsqu'elle décrivait chaque détail. Sa joie était contagieuse et la voir heureuse me suffisait. Notre relation était solide, ancrée dans des rires partagés et des moments de quiétude. J'avais accepté que son amour pour son travail passait parfois en premier, mais cela semblait juste, équilibré. Je me souviens de l'odeur qu'elle ramenait à la maison, pas désagréable, un mélange de foin frais et de quelque chose de musqué provenant des enclos des animaux. Elle plaisantait à ce sujet, agitant sa veste dans l'air avant de la mettre au lavage. C'était devenu une routine. Ces histoires et cette odeur se mêlant à nos soirées, aussi normales que le grincement des vieux planchers de notre maison. Pourtant, malgré son dévouement à son travail, je ne me suis jamais senti négligé. Il restait toujours assez d'elle pour nous, assez pour des conversations nocturnes sur nos rêves et nos inquiétudes, assez pour des promenades le week-end et des films que nous ne finissions jamais de regarder. Parfois, cependant, je me surprenais à me demander si son lien avec son travail frôlait l'obsession. Il y avait des moments où elle parlait d'un animal particulier, un tigre avec une patte blessée ou un oiseau qui refusait de manger, avec une inquiétude qui ressemblait à celle que la plupart des gens réservent à leurs propres enfants. Mais je chassais rapidement ces pensées. C'était simplement qui elle était, une soigneuse avec un cœur trop grand pour le monde. Je l'admirais pour cela. Nous avions notre rythme, et ça fonctionnait, jusqu'à ce que, sans prévenir, ça ne fonctionne plus. Les changements ont commencé subtilement, s'infiltrant dans nos vies sans crier gare. Les heures de travail d'Émilie ont commencé à s'étirer, d'abord d'une heure ou deux, puis de plusieurs. Elle m'envoyait un texto rapide. Retenu au travail, ne m'attends pas. Au début, cela semblait normal. Elle aimait son travail et je l'avais déjà vue rester tard pour aider un animal malade ou préparer un événement à venir. Mais cette fois, c'était différent. Ce n'était plus une soirée occasionnelle, c'était presque tous les soirs. J'essayais de ne pas laisser cela me perturber, me disant que le zoo devait avoir entrepris un nouveau projet complexe. Lorsqu'elle rentrait, ses yeux avaient une qualité distante, presque hantée, comme si une partie de son esprit restait enfermée derrière la grille de fer qu'elle venait de quitter. Ses conversations ont également changé. Avant, elle me racontait des histoires sur différents animaux, les phoques joueurs, la famille de ratons, laveurs, espiègles, ou le vieux lion qui parvenait encore à pousser un rugissement paresseux. Mais maintenant, tout semblait revenir à un seul sujet, le nouveau gorille. Elle parlait de lui comme s'il était une merveille, une créature différente de toutes celles avec lesquelles elle avait travaillé. « Tu devrais le voir, Richard, disait-elle, les yeux brillants d'une étrange lueur. Il est brillant, si intelligent, si humain. » Je hochai la tête, à moitié intéressé, pensant qu'elle était simplement enthousiaste face à un défi unique. Mais même dans ces moments, quelque chose dans sa voix laissait un frisson inconfortable persister dans la pièce. La nuit, je restais éveillé, repassant nos conversations dans ma tête, essayant de déterminer quand ces histoires étaient un passé, de joyeuses et variées à répétitives et étroitement centrées. Le nom du gorille, Marar, m'était devenu aussi familier que ceux de ses collègues. C'était troublant, la façon dont elle le décrivait en détail, ses habitudes, ses yeux, la manière dont il semblait l'observer lorsqu'elle était près de lui. Le gorille était devenu une figure centrale dans son monde, et je ne comprenais pas pourquoi. Je me disais que c'était juste une phase, une effusion de son enthousiasme habituel qui passerait. Après tout, elle avait toujours eu une façon de s'immerger dans son travail. Mais il y avait des moments où je la surprenais à fixer le vide, les lèvres entr'ouvertes, comme si elle était perdue dans une conversation qu'elle seule pouvait entendre.
Quand je lui demandais ce qui la préoccupait, elle clignait des yeux, son expression soudainement sur ses gardes. « Juste le travail », répondait-elle avec un petit sourire, mais ses yeux ne rencontraient pas les miens. Je me sentais exclu, mis à l'écart d'une partie de sa vie dont je n'avais jamais été tenu à distance auparavant. Le changement me rongeait, murmurant des questions que je ne savais pas comment poser. Un soir après qu'elle soit rentrée inhabituellement tard et soit allée directement sous la douche sans un mot, je me suis assis à la table de la cuisine et j'ai essayé de me rappeler la dernière fois que nous avions passé une soirée normale ensemble. Quand avions-nous ri pour la dernière fois autour d'un repas à emporter ou débattu sur le choix d'un film? La maison semblait différente, comme si son absence avait laissé un vide tangible que même sa présence physique ne pouvait combler. Je commençais à voir que ce qui occupait ses pensées allait au-delà de son dévouement habituel à son travail. J'ai essayé de l'affronter de manière subtile, demandant si tout allait bien, suggérant de prendre un week-end pour rendre visite à ses parents ou partir dans les montagnes pour changer d'air. Elle hochait la tête, à peine à l'écoute, disant toujours « peut-être le week-end prochain ». Et je la regardais s'éloigner à nouveau, son esprit clairement attiré par ce qui l'attendait aux eaux. Ce n'est qu'à ce moment-là que le sentiment lancinant dans mes tripes a commencé à évoluer en une inquiétude plus profonde, innommable. L'idée d'appeler Karen, la meilleure amie d'Émilie Ozo, m'est venue tard un soir, lorsque le silence dans notre maison était devenu insupportable. La télévision murmurait en fond, mais je ne regardais pas. J'étais trop occupé à guetter le grincement familier des marches du porche ou le bruit des clés qu'Émilie ferait tinter en rentrant enfin. Il était minuit passé, et les heures semblaient s'étirer à l'infini. J'ai pris mon téléphone sur la table, mon pouce hésitant sur le nom de Karen. Nous n'étions pas particulièrement proches, mais je savais qu'elle se souciait d'Émilie. Peut-être pourrait-elle m'offrir un aperçu qui apaiserait mon esprit. Quand Karen a répondu, sa voix était ensommeillée mais immédiatement alerte. « Richard, tout va bien ?» a-t-elle demandé, une pointe d'inquiétude perçant à travers le bruit statique de l'appel nocturne. J'ai trébuché sur mes mots, au début, ne voulant pas sembler paranoïaque ou intrusif, mais en expliquant comment Émilie se comportait dernièrement, les nuits si tardives, le regard distrait, les discours obsessionnels sur Marar. La ligne de Karen est devenue silencieuse. Je pouvais presque l'imaginer se redressant dans son lit, les yeux écarquillés et les lèvres pincées en une fine ligne. « Écoute, Richard, a-t-elle finalement dit, son ton passant à quelque chose de plus sérieux, presque hésitant. Émilie reste tard, c'est vrai, mais ce n'est pas pour les raisons que tu pourrais penser. Personne ne lui demande de le faire. En fait, il y a eu des inquiétudes parmi le personnel concernant le temps qu'elle passe après les heures de travail. » J'ai serré le téléphone plus fort, l'inquiétude qui mijotait en moi bouillonnant désormais en quelque chose de plus aigu. Les mots de Karen confirmaient en ce que je redoutais. Les nuits plus tardives d'Émilie n'étaient pas une nécessité dictée par son travail, c'était son choix. Je me suis forcé à garder une voix posée. « Pourquoi ?» ai-je demandé, bien que je ne sois pas sûr de vouloir connaître la réponse. Karen a soupiré profondément, le genre de soupir qui porte plus de poids que les mots. « Je ne sais pas, Richard. Elle a appris un intérêt particulier pour Marar, plus que ce que quiconque trouvait normal. Ça a commencé avec des sessions de soins supplémentaires, en documentant son comportement, en passant du temps dans son enclos quand le zoo était vide. Nous pensions tous que c'était juste elle qui était minutieuse. Tu sais comment elle est ? J'ai hoché la tête même si Karen ne pouvait pas me voir. Je savais exactement comment était Émilie. Diligente, empathique, farouchement dévouée. Mais ceci était différent. Elle n'est pas elle-même, ai-je dit, plus pour moi-même que pour Karen. La ligne est restée silencieuse un moment avant qu'elle ne réponde, sa voix plus douce, presque apologétique. Je souhaiterais pouvoir t'en dire plus, mais la vérité, c'est que ça nous a tous déconcertés. Certains membres du personnel ont haussé les sourcils, bien sûr, mais personne ne lui a rien dit directement. Tu sais à quel point elle est appréciée ? Personne ne veut remettre en question ses méthodes. Ces mots étaient à la fois un réconfort et une épine. Si le comportement d'Émilie était suffisamment troublant pour inquiéter ses collègues, alors mes instincts avaient en raison. Ce n'était pas juste mon imagination qui s'emballait. J'ai remercié Karen et mis fin à l'appel, m'enfonçant dans la chaise, le téléphone glissant de mes doigts sur la table. Le silence qui a rempli la pièce était différent maintenant, lourd et oppressant, comme si les murs eux-mêmes se resserraient, murmurant que je manquais quelque chose d'évident. Les mots de Karen continuaient de tourner dans mon esprit, plus que ce que quiconque trouvait normal. C'était cette phrase qui persistait, comme un écho que je ne pouvais chasser. Je pensais aux expressions perdues d'Émilie, à la façon dont elle s'illuminait chaque fois qu'elle parlait de Marar, comme s'il était plus qu'un simple animal dont elle s'occupait. Les minutes s'étiraient et Émilie ne rentrait toujours pas.
Je me suis levé, agité, faisant les 100 pas entre la cuisine et le salon. La maison semblait trop grande, trop vide sans sa voix ou les pas légers auxquels j'étais tellement habitué. Je savais alors qu'attendre que les réponses viennent à moi ne suffisait pas. La conversation avec Karen n'avait fait qu'approfondir le mystère, pas le résoudre. Si Émilie ne me disait pas la vérité et que même ses collègues commençaient à remarquer que quelque chose n'allait pas, alors je devais découvrir ce qu'elle me cachait. L'idée d'espionner, de devenir cet époux qui doute et enquête, me retournait l'estomac. Mais les alternatives, rester passif et regarder la femme que j'aime s'éloigner dans quelque chose que je ne comprenais pas, semblaient pire. Cette nuit-là, j'ai résolu de regarder au-delà des maigres rassurances, de creuser pour trouver la vérité, quelle qu'elle soit. Ce n'était plus une question de curiosité, c'était une nécessité. J'ai attendu que la respiration d'Émilie s'approfondisse dans le rythme lent et régulier du sommeil. La lune projetait une lumière pâle à travers notre chambre, soulignant la courbe de son visage alors qu'elle était tournée de l'autre côté. Le calme de la pièce ne faisait qu'amplifier le battement de mon pouls dans mes oreilles. J'ai jeté un coup d'œil à la lueur douce de son téléphone sur la table de chevet, hésitant un instant qui m'a semblé une éternité. L'idée d'envahir son intimité me rongeait, mais les questions dans mon esprit étaient implacables, refusant de me laisser en paix. Avec une profonde inspiration, j'ai tendu la main, ma main tremblante. Déverrouiller son téléphone était simple. Nous nous faisions assez confiance pour connaître les codes. L'écran s'est allumé, m'aveuglant momentanément alors que je plissais les yeux sur les rangées d'applications et de notifications. J'ai commencé par ces messages, cherchant tout ce qui pourrait indiquer le comportement étrange que j'avais remarqué. Les textos à ses collègues étaient en bref et professionnels, entrecoupés d'échanges informels sur le travail et la logistique du zoo. Rien ne suggérait des secrets nocturnes ou des motifs cachés. Je suis passé à ces emails, mais ils étaient également remplis de mémos routiniers et de discussions sur les protocoles de soins aux animaux. L'absence de quoi que ce soit d'alarmant a fait sombrer mon cœur encore plus. Cela aurait dû me soulager, mais au lieu de cela a accru mon sentiment d'impuissance. S'il n'y avait aucune trace de ses pensées dans ces espaces numériques, alors où cachait-elle ce qui l'avait changé ? Mes doigts devenaient agités alors que je vérifiais son historique de navigation. Il était rempli d'articles de recherche, de revues scientifiques et de vidéos liées au comportement animal, spécifiquement les primates. Rien d'inhabituel pour quelqu'un dans son domaine. Pourtant, j'avais l'impression de saisir des ombres, ne trouvant rien de solide à quoi m'accrocher. Je suis passé aux photos, parcourant des images d'animaux du zoo. Le tigre se prélassant au soleil, les flamants roses marchant. Un cliché des soigneurs riant pendant une pause déjeuner. Mon souffle s'est coupé lorsque je suis tombé sur une série de photos prises dans l'enclos des gorilles. Ce n'étaient pas les clichés d'action typiques qu'elle m'avait montrés auparavant. Celle-ci était intime, des gros plans de marard. Dans chaque image, ses yeux sombres semblaient fixés sur l'objectif, intense et pénétrant, comme s'il regardait à travers l'appareil et directement dans mon esprit. J'ai continué à défiler, essayant de secouer l'inconfort grandissant, mais même ici, il n'y avait rien d'incriminant. Juste des images d'un animal et d'une soigneuse qui avait passé des heures en sa présence. J'ai reposé son téléphone sur la table de chevet, aussi soigneusement que je l'avais pris, mes mains maintenant froides et moites. J'ai jeté un coup d'œil à Émilie, son visage paisible, ignorant la tempête qui se déchaînait en moi. C'était presque pire de n'avoir rien trouvé de définitif. 1 heure plus tard, assis à la table de la cuisine, les mains serrées autour d'une tasse de café intacte, je repassais chaque moment des dernières semaines dans ma tête. Chaque retour tardif, chaque sourire vague qu'elle offrait quand je lui demandais comment s'était passée sa journée. Tout semblait être des pièces de puzzle que je ne pouvais pas assembler. Lorsque les premières lueurs de l'aube ont filtré dans le ciel, une douleur creuse s'était installée profondément dans ma poitrine. La maison était silencieuse, le tic-tac de l'horloge plus fort que jamais. Je ne me sentais pas plus près de comprendre ce qui avait saisi Émilie si fortement. C'était comme si elle avait construit un mur invisible entre nous, impénétrable et silencieux. Je me demandais si elle savait même qu'elle l'avait fait, ou si ce qui l'attirait si complètement l'avait aveuglée sur la distance que cela créait. À cet instant, je savais que cette quête de réponse serait plus qu'une invasion nocturne de ces appareils. Il faudrait plus que des regards furtifs et des questions désinvoltes. Le sentiment d'impuissance grandissait, s'étendant à travers la cuisine vide alors que je restais là, regardant le jour commencer, sans aucun signe que l'inquiétude dans mon cœur s'apaiserait. L'idée m'était venue dans un moment où le désespoir l'emporte sur la raison. J'avais passé trop de nuits à rejouer les mêmes scènes dans ma tête, suivant les mêmes boucles d'inquiétude jusqu'à ce qu'elles menacent de m'étrangler.
J'avais besoin de réponses, pas seulement de suppositions ou de rassurances. J'avais besoin de savoir ce qu'Émilie faisait pendant ces heures tardives qui la captivaient tant, ce qui la retenait aux eaux bien après que tout le monde soit rentré chez soi. L'idée de recontacter Karen me retournait l'estomac, mais il n'y avait pas d'autre moyen. Elle était mon seul lien avec la partie de la vie d'Émilie dont j'étais exclu. Quand j'ai appelé Karen, ma voix était tendue, contrôlée, cachant le désordre d'anxiété qui était devenu mon compagnon constant. Elle a répondu rapidement et je pouvais presque entendre la surprise dans son salut. Je n'ai pas perdu de temps en politesse. « Karen, j'ai besoin de ton aide », ai-je dit, le ton plus tranchant que je ne l'avais prévu. Il y a eu une pause, un moment d'hésitation qui semblait s'étirer pendant des minutes. « C'est à propos d'Émilie » a-t-elle demandé, sachant déjà la réponse. J'ai dégluti difficilement, les mots suivants pesant lourd sur ma langue. « Oui, j'ai besoin de savoir ce qu'elle fait au zoo après les heures. J'ai besoin de tout savoir. » Son silence était assourdissant. Quand elle a enfin parlé, son ton était prudent, presque défensif. « Richard, je t'ai dit tout ce que je sais. Elle est là de son propre chef, et tout tourne autour de Marar. Mais tu me demandes quelque chose de plus, n'est-ce pas ?» J'ai soupiré, ressentant le poids de ce que j'étais sur le point de proposer. « Oui, j'ai besoin que tu découvres ce qu'elle fait vraiment. Je ne peux pas continuer à faire semblant de ne pas être inquiet, et je te dédommagerai pour ça, quoi qu'il te faille. » L'offre flottait dans l'air, tangible et gênante. Je me détestais un peu de l'avoir dit, mais il n'y avait pas de retour en arrière possible. Le choc de Karen était palpable, même à travers le téléphone. « Richard, je ne peux pas, juste... » a-t-elle commencé, mais je l'ai interrompue. « S'il te plaît, Karen, tu es la seule personne qui peut m'aider. Je ne te demande rien d'autre que la vérité, quelque chose de concret que je puisse lui confronter. » La désespération dans ma voix a percé, et j'ai entendu son soupir, un long souffle qui semblait la tirer davantage dans ma requête. Il y a eu une pause, puis elle a parlé avec une résolution réticente. « Ce n'est pas quelque chose dont je suis à l'aise, mais je vais voir ce que je peux faire. Comprends juste que si j'accepte, il n'y aura pas de retour en arrière pour aucun de nous. » Les heures et les jours qui ont suivi ont été parmi les plus longs que j'ai vécus. Chaque soir, quand Émilie rentrait, sentant légèrement le foin et le musc des enclos, son sourire était forcé, et nos conversations s'essoufflaient. Elle semblait inconsciente des batailles silencieuses que je menais, des mensonges soigneusement construits que je maintenais pour ne pas la trahir. Je l'observais alors qu'elle se déplaçait dans la cuisine, la lumière au-dessus projetant des ombres sur son visage, et je me demandais si je l'avais jamais vraiment connue. Le sommeil était un luxe que je ne pouvais plus me permettre. Chaque nuit était passée à moitié éveillée, les yeux fixés sur l'horloge ou les oreilles étant si tendues pour le léger bourdonnement de mon téléphone annonçant une mise à jour de Karen. Mais il n'y avait rien, juste le nœud grandissant dans ma poitrine qui se resserrait chaque fois qu'Émilie partait au travail avec ce regard lointain dans les yeux. C'était comme si je partageais toute ma vie avec une étrangère, une personne qui portait des secrets trop lourds à partager. L'attente me rongeait, transformant mon appréhension en un bourdonnement constant d'anxiété qui colorait chaque heure de la journée. J'ai commencé à éviter le contact visuel avec Émilie, de peur qu'elle ne voie la culpabilité inscrite sur mon visage. Je voulais qu'elle me demande ce qui n'allait pas, qu'elle offre une explication avant que je ne sois forcé de lui arracher la vérité. Mais elle ne l'a jamais fait. Ses silences devenaient plus longs, ses absences l'écran plus marqué. L'accord de Karen, aussi hésitant soit-il, était désormais le seul fil qui me retenait. Je vérifiais prendre mon téléphone de manière obsessionnelle. Chaque minute qui passait sans message ou appel attisait le feu de mon malaise. Les questions dans mon esprit n'étaient plus des murmures. Elles criaient, exigeant des réponses que je ne pouvais pas donner. Et à mesure que les jours passaient, une chose devenait claire. La vérité, lorsqu'elle arriverait, ne serait pas clémente. Le message est arrivé juste au moment où l'horloge sonnait minuit, brisant la fragile immobilité qui s'était emparée de la maison. Le texto de Karen est apparu sur mon écran, court et inquiétant. J'ai envoyé la vidéo. « Prépare-toi !» Ma main s'est serrée autour du téléphone, mon pouls battant un rythme chaotique dans ma poitrine. Je ne savais pas si j'étais prêt pour ça, mais il n'y avait pas de retour en arrière. Pendant des semaines, j'avais été hanté par des questions, des peurs à moitié formées qui me griffaient avant lorsque la présence d'Émilie semblait plus une ombre que la femme que je connaissais aux autres fois. Avec une profonde inspiration tremblante, j'ai ouvert la vidéo. Les images granuleuses montraient une vue nocturne de l'enclos de Marar, baignée dans la lueur stérile d'une caméra de sécurité. Des formes bougeaient dans la faible lumière, familière mais étrange. Mes yeux se sont fixés sur une silhouette entrant dans le cadre et mon cœur s'est arrêté.
C'était Émilie. Elle était complètement nue, sa posture tendue mais déterminée alors qu'elle franchissait le seuil de l'espace du gorille. Mes pensées ont ricoché comme une pierre sur un lac sombre, incapable de s'enfoncer et de saisir le sens de ce que je voyais. Au début, vraiment, j'ai cherché des explications rationnelles qui pourraient d'entendre donner un sens à cette visite nocturne. Mais à mesure que les secondes passaient, une scène s'est déroulée qui défiait toutes mes attentes, balayant tout espoir que ce soit un malentendu. Les actions d'Émilie, la manière dont elle interagissait avec Marar, portaient une familiarité troublante. La proximité entre eux était trop intime, trop chargée, et cela a envoyé une vague froide s'écraser sur moi. Et puis, elle s'est assise sur lui. Imaginez une épouse complètement nue, et ce qui s'est passé ensuite était si choquant que n'importe quelle censure ne pourrait pas le laisser passer. Ma femme m'a littéralement trompé avec un gorille. J'ai lutté pour comprendre, même alors que mes yeux absorbaient en chaque image avec une clarté brutale. La réalisation de ce que cela suggérait m'a frappé comme un coup, me laissant engourdi et étourdi. J'ai cligné des yeux, m'attendant à moitié à ce que la scène change, que la réalité revienne à quelque chose qui avait du sens. Mais la vidéo continuait, implacable et impitoyable. Je ressentais une douleur se répandre dans ma poitrine, quelque chose de tranchant et déchiqueté pressant contre mes côtes, alors que les implications de cet instant devenaient indéniables. Il y avait une intimité là-dedans, quelque chose qu'aucune frontière professionnelle ne pouvait justifier. La vue de cela m'a poussé au-delà de la confusion et de l'incrédulité, directement dans une colère brûlante. Je ne pouvais pas détourner le regard, même si chaque fibre de mon être me criait d'arrêter de regarder. L'air autour de moi s'épaississait, me pressant de tous côtés jusqu'à ce que j'aie l'impression d'étouffer. La confiance que nous avions partagée, les souvenirs que nous avions construits, semblaient ainsi ternis, rendus faux par cette preuve silencieuse et granuleuse. C'était comme si j'avais ouvert une porte sur une partie du monde d'Émilie qui n'aurait jamais dû exister, un secret si inconcevable que mon esprit peinait à le retenir. La colère qui montait en moi était mêlée d'un profond sentiment de trahison, une émotion si dévorante qu'elle ne laissait aucune place à la pensée rationnelle. Ma prise sur le téléphone s'est resserrée jusqu'à ce que mes jointures blanchissent, une manifestation physique de la tempête en moi. La pièce autour de moi s'est brouillée, mais ce n'était pas seulement des larmes, c'était le monde lui-même qui basculait, s'éloignant de ce que je croyais être vrai. J'ai posé le téléphone, ma main tremblante comme si l'appareil m'avait brûlé. Le silence qui a suivi était suffocant, seulement brisé par les battements de mon cœur. Je me sentais déraciné, comme si les fondations de ma vie s'étaient fissurées, révélant un abîme dont j'ignorais l'existence. Une partie de moi voulait faire irruption dans la chambre, la confronter et exiger des réponses, mais une autre me gardait cloué sur place, paralysé par la profondeur de ma découverte. À mesure que les minutes passaient, la rage a cédé la place à un vide creux et profond. Il n'y avait pas de mots pour encadrer ce que je ressentais, pas d'explication ordonnée pour mettre mes pensées en ordre. Tout ce qui restait était une prise de conscience obsédante. Quelle que soit la vérité qu'Émilie portait en elle, c'était désormais quelque chose que ni l'un ni l'autre ne pourrait jamais défaire. La colère qui mijotait en moi, rongeant ma patience, a éclaté en une explosion violente lorsque j'ai posé le téléphone. Mon pouls rugissait dans mes oreilles, noyant toute pensée rationnelle, tout murmure me suppliant de m'arrêter et de réfléchir. Il n'y avait plus de place pour le doute ou l'hésitation, juste un besoin brûlant d'agir. Je me suis levé brusquement, la chaise grinçant contre le sol, et j'ai foncé dans la chambre où Émilie dormait, paisible et inconsciente. La vue d'elle, si familière et pourtant si étrangère maintenant, n'a fait qu'aiguiser la douleur en quelque chose d'insupportable. Sans un mot, j'ai ouvert la penderie, mes mains bougeant plus vite que mes pensées alors que je tirais ses vêtements, les fourrant dans une valise avec une fureur mécanique. Chaque article que je touchais semblait une trahison, un rappel de la vie que nous avions partagée, les matins passés à rire autour d'un café, les nuits tranquilles à planifier un avenir qui semblait maintenant risiblement naïf. Les gestes pour emballer étaient vraiment rapides et brutaux, comme si chaque morceau de tissu pesait 1000 kilos. J'ai attrapé ses chaussures, ses écharpes soigneusement pliées, chaque article un nouveau coup porté au souvenir que j'essayais de détruire. La colère, une compagne fidèle dans cette tempête, gardait mes mains en mouvement, même alors que ma vision se brouillait sous la piqûre des larmes non versées. Une fois la valise remplie, je l'ai traînée dans le couloir, ses roues cognant contre le plancher en bois, brisant le silence comme des coups de feu. Je remarquais à peine la sueur sur mon front ou le tremblement de mes mains, alors que je prenais plus de ses affaires. Ses livres sur l'étagère, les photos encadrées, qui semblaient maintenant se moquer de moments qui n'avaient jamais été réels. Tout était emporté dans le chaos de la trahison et poussé dehors, atterrissant avec un bruit sourd sur le porche.
L'air frais de la nuit mordait ma peau alors que je sortais. Le monde autour de moi était indifférent au bouleversement intérieur. La valise et les boîtes étaient là, éclairées par la douce lueur de la lumière du porche, une déclaration silencieuse qu'elle n'avait plus sa place ici. Je suis resté là un moment, la poitrine soulevée, regardant ce que j'avais fait. La maison derrière moi, autrefois un foyer rempli de chaleur et de rires partagés, semblait vide, comme si elle s'était retournée contre moi. Je ressentais la piqûre de ce vide peser sur moi, menaçant de noyer la colère dans une vague de désespoir froid. Mais je l'ai ravalé, me concentrant plutôt sur le tranchant d'acier de la résolution qui coupait à travers le chaos dans mon esprit. C'était la seule voie à suivre. Je ne pouvais pas laisser ces explications, quelles qu'elles soient, défaire la certitude que j'avais trouvée dans la vérité brute de cette vidéo. En regardant les morceaux épars de notre vie ensemble, j'attendais que le remords vienne, qu'un soupçon de doute prenne racine. Mais il n'y en avait pas, seulement le poids de l'inévitable pesant sur ma poitrine. Mes mains se serraient et se desserrèrent à mes côtés alors que la réalisation se solidifiait. Il n'y avait pas de retour en arrière. Quel que soit le lien qui nous avait autrefois attachés, il était rompu, remplacé par un vide qui parlait plus fort que toutes ces excuses murmurées. La porte a grincé lorsque je l'ai refermée derrière moi, le son résonnant à travers la maison maintenant vide. Je m'y suis adossé un moment, essayant de calmer le martèlement de mon cœur. Le silence qui a suivi était plus lourd qu'auparavant, mais il était propre, déchargé de mensonges. Le crissement des pneus de la voiture d'Émilie sur l'allée de gravier a traversé le silence de la maison, me tirant du brouillard engourdi qui s'était installé sur moi. Je me tenais dans le salon sombre, le dos droit, les bras croisés, écoutant le bruit sourd de ses pas alors qu'elle approchait. La lueur de la lumière du porche atteignait à peine la fenêtre, projetant de longues ombres agitées sur le sol. J'imaginais la confusion qui devait se répandre sur son visage en voyant ses affaires entassées de manière désordonnée sur le porche, la preuve silencieuse et accablante de ce qui avait été fait. Je n'ai pas bougé, j'attendais, chaque seconde s'étirant comme une éternité. La porte s'est ouverte avec un grincement hésitant et elle est entrée, les yeux écarquillés et scrutateurs. Pendant un battement de cœur, nos regards se sont croisés, les siens voilés de choc et d'une touche de peur, les miens plissés par une résolution que je ressentais jusqu'aux os. La pièce était emplie d'un silence lourd et suffocant, seulement brisé par le son de son inspiration brusque, alors qu'elle prenait en compte ma posture et la tension qui semblait vibrer entre nous. « Richard » a-t-elle commencé, sa voix à peine plus qu'un murmure. Mais j'ai levé la main, l'arrêtant net. « Ne fais pas ça », ai-je dit, ma voix basse et stable, mais avec un tranchant qui l'a fait tressaillir. Le choc sur son visage s'est approfondi, se transformant en quelque chose de plus compliqué, de la culpabilité peut-être, ou une tentative instinctive de défi. Je n'étais pas sûr et je m'en fichais. L'heure passée à attendre, les pensées qui avaient tourbillonné sans relâche dans mon esprit m'avaient placé au-delà du besoin d'explication qui ne ferait que tordre le couteau. Je voulais la vérité, oui, mais plus encore, je voulais qu'elle sache que je l'avais déjà trouvée. Je n'étais pas là pour être apaisé ou trompé. Elle a bougé son poids, jetant un coup d'œil de moi au couloir sombre derrière, comme si elle cherchait une réponse, un indice qui pourrait dénouer la spirale serrée d'accusations qui s'enroulait autour de nous. Ses doigts s'agitèrent à ses côtés, un tic nerveux que je n'avais pas vu depuis des années. « Pourquoi mes affaires sont-elles dehors » a-t-elle demandé, sa voix plus forte maintenant, teintée d'incrédulité, comme s'il pouvait y avoir un malentendu ici. Les mots, si banals face à ce que nous savions tous les deux, ont déclenché quelque chose de chaud et de tranchant en moi. « Tu sais pourquoi » ai-je répondu, ma voix brève et coupante. Son visage s'est effondré, et j'ai vu le vernis de la confusion se fissurer pour révéler la vérité qui se cachait en dessous. La culpabilité qui s'accumulait dans ses yeux, unmistakable, était la confirmation finale dont je n'avais pas besoin mais que j'avais maintenant. Elle a ouvert la bouche pour parler, pour offrir une excuse ou une justification qu'elle avait répétée dans sa tête, mais j'ai parlé par-dessus elle, refusant de la laisser détourner l'instant. Plus de mensonges, Émilie. Pas ce soir. Quoi que tu aies à dire, ça ne change rien. Le silence qui a suivi était dense, seulement ponctué par le son irrégulier et peu profond de sa respiration. Son regard s'est détourné du mien, se posant sur le sol, les murs, partout sauf sur moi. La pièce où nous avions construit une vie semblait soudain étrangère, les vestiges de moments partagés souillés par ce qui ne pouvait être défait. À cet instant, avec elle debout devant moi, dépouillée de défense, je savais qu'il n'y avait pas de retour en arrière. C'était le seuil, le point où tout changeait. Le silence s'est brisé alors que je faisais un pas en avant, mes yeux fixés sur les siens. Chaque mot que je prononçais semblait un clou enfoncé avec une force délibérée. « J'ai vu la vidéo, Émilie.
ai-je dit, ma voix égale mais chargée d'un courant sous-jacent qui ne laissait aucune place au doute. La couleur a quitté son visage, le laissant d'une pâleur fantomatique, alors qu'elle reculait, en titubant, une main s'agrippant au cadre de la porte pour se soutenir. Pendant un moment, le seul son était le souffle saccadé qu'elle ne parvenait pas à reprendre. Ma propre poitrine semblait faite de pierre, lourde et immobile, pressant sous le poids de ce qui devait être dit. Ses yeux cherchaient frénétiquement mon visage, à la recherche d'un soupçon de répit, quelque chose suggérant que je bluffais, qu'il y avait encore de la place pour le déni. Mais elle n'a rien trouvé. J'ai croisé les bras plus fort, me forçant à rester composé alors que la rage menaçait de percer le mince vernis de contrôle auquel je m'accrochais. « Tu as trahi tout ce que nous avions », ai-je continué, l'accusation résonnant dans l'air immobile. Le mot trahison semblait trop petit pour ce qu'elle avait fait, mais c'était tout ce que j'avais. Je pouvais voir la prise de conscience la frapper par vagues, brisant toutes les défenses qu'elle aurait pu être prête à monter. « Non, Richard, s'il te plaît. Laisse-moi expliquer », a-t-elle finalement bégayé, sa voix tremblante, les yeux brillants de panique. Elle a tendu la main, une tentative désespérée de combler la distance entre nous. Mais j'ai reculé, et l'espace semblait un gouffre. Son visage s'est effondré face au rejet, et le premier sanglot a jailli, brut et instable. « Ce n'est pas ce que tu penses, ce n'était pas, a-t-elle étouffé, mais ses mots se sont brisés, perdus dans la tempête de son propre effondrement. La vue de ses larmes, la façon dont son corps tremblait sous la force de ses pleurs, m'aurait autrefois brisé. Mais maintenant, c'était comme regarder la douleur d'une étrangère, distante et détachée. Je ne veux pas d'explication, Émilie. Ni maintenant, ni jamais. Quoi que tu penses pouvoir dire, ça ne change pas ce que j'ai vu ou ce que ça signifie. » Ma voix était froide, vidée de la chaleur qui avait autrefois adouci les bordures entre nous. Ses sanglots se sont intensifiés, se transformant en un gémissement qui ricochait sur les murs, emplissant la pièce de ses échos tranchants. Elle est tombée à genoux, s'agrippant à ses cheveux comme si elle pouvait se ramener à cet instant par la seule force de sa volonté. Mais il n'y avait pas de retour en arrière. La finalité de tout cela s'est installée autour de nous comme un linceul. « Richard, s'il te plaît, c'était une erreur, c'était... » a-t-elle haleté à travers ses larmes, mais chaque « s'il te plaît » me semblait vide, chaque syllabe grattant mes nerfs à vif. Je restais ancré, immobile, le gouffre entre nous s'élargissant à chaque seconde qui passait. La rage qui m'avait d'abord poussé s'était refroidie, se cristallisant en quelque chose de plus dur, de plus impitoyable. Ce n'était plus seulement de la colère, c'était de la résolution. « Je veux divorcer », ai-je dit, les mots tranchant à travers ses cris comme une lame. Ils l'ont réduite au silence instantanément, ses yeux s'écarquillant d'incrédulité avant que d'autres larmes ne coulent. Tout ce qu'elle avait encore à protester est mort sur ses lèvres, remplacé par un sanglot silencieux, bouche ouverte, alors qu'elle s'effondrait davantage en elle-même. Sa douleur ne me touchait plus. C'était fini et nous le savions tous les deux. Les sanglots d'Émilie se sont adoucis en respiration tremblante et saccadée alors qu'elle levait les yeux vers moi, les yeux gonflés et rouges, le visage strié de larmes. Le silence qui a suivi était insupportable, épais comme un nuage d'orage pesant sur nous deux. Elle a dégluti difficilement comme si elle essayait de repousser la désespération qui obstruait sa gorge. « Richard, s'il te plaît. » Ce n'était pas ce que ça semblait être, a-t-elle murmuré, sa voix se brisant sous le poids de lettres de ses mots. L'affirmation flottait dans l'air, fragile et insubstantielle, ne faisant rien pour effacer ce que j'avais vu. J'ai serré la mâchoire, refusant de laisser la soudaine hésitation dans sa voix percer l'armure froide que j'avais forgée autour de mon cœur. « C'est exactement ce que ça semblait être, Émilie, ai-je rétorqué, mon ton plat, inflexible. Il n'y a aucune explication qui puisse rendre ça acceptable. Mes yeux percevant les siens, la défiant de me contredire. Elle a tressailli, une nouvelle vague de larmes montant, mais elle a poussé plus loin, cherchant les mots qui pourraient sentir combler le gouffre entre nous. « Tu ne comprends pas, a-t-elle dit, sa voix devenant plus forte, plus insistante. Ce n'était pas juste ce que ça semblait. Marar, ce n'est pas juste un animal pour moi. Il m'a donné quelque chose dont j'ignorais avoir besoin. » J'ai reculé à la mention de son nom, l'intimité désinvolte avec laquelle elle le prononçait me transperçant comme un couteau. « Écoute-toi, Émilie, » ai-je craché, ma voix tremblant de colère à peine contenue. « Tu parles d'un gorille comme s'il... » J'ai secoué la tête, incrédule. Je ne pouvais pas finir la pensée. Même la prononcer semblait absurde, impossible. Mais elle a avancé, désespérée maintenant, les mains tremblantes alors qu'elle essuyait par son visage. « Ce n'est pas ce que tu penses, a-t-elle répété, et cette fois, il y avait une sauvagerie dans ses yeux,
un regard qui parlait de nuits sans sommeil et de pensées agitées. Je me sentais si vide, Richard. Pendant si longtemps, il y avait ce vide, cette douleur que je ne pouvais pas expliquer. Être près de lui, voir comment il me regardait, comment il me comprenait d'une manière que personne d'autre ne pouvait, ça comblait ce vide. Sa voix s'est brisée à nouveau et elle a tendu la main, ses doigts effleurant à peine mon bras avant que je ne recule, la distance entre nous s'élargissant encore. Je laissais ces mots déferler sur moi, les sentais essayer de se frayer un chemin sous ma peau, mais je les repoussais, chacun d'eux. Je me fiche de ce qu'il t'a fait ressentir, ai-je dit, chaque mot délibéré, tranchant. Ce qui m'importait, c'était ce que nous avions, et tu as choisi de le jeter. Elle a sangloté plus fort, son corps tremblant sous l'effort, et pendant une brève seconde, j'ai vu la femme que j'avais aimée, vulnérable et brisée. Mais l'idée de laisser cela m'influencer maintenant semblait une faiblesse, une trahison envers la partie de moi qui s'accrochait encore à la dignité. « Ce n'était pas juste un animal, Richard », a-t-elle murmuré, sa supplication presque inaudible sous ses tremblements. « Il était plus que ça. Il m'a fait me sentir vu. » La douleur dans ses yeux était réelle, presque tangible, mais elle ne m'atteignait plus. C'était comme si un mur s'était dressé entre nous, et je ne pouvais pas, ne voulais pas, tendre la main de l'autre côté où elle se tenait, plaidant pour une compréhension que je n'avais plus à offrir. J'ai pris une profonde inspiration, me forçant à ne pas vaciller, à ne pas laisser ma résolution fléchir sous le poids de sa confession. « Et moi, Émilie, qu'est-ce que je t'ai fait ressentir ?» Ma voix était plus douce maintenant, presque un murmure, mais elle portait l'épuisement des nuits sans sommeil et de la confiance brisée. Elle n'a pas répondu, restant là, les épaules affaissées, les yeux baissés vers le sol où les débris de notre vie commune gisaient en éparpillés. Pendant un moment, j'ai attendu, espérant des mots qui pourraient expliquer, apaiser ou au moins reconnaître l'ampleur de ce qu'elle avait fait. Mais il n'y avait de rien. Juste son silence et la prise de conscience que ce qui nous avait autrefois connectés était désormais irréparable. Elle a ouvert la bouche comme pour essayer une dernière fois, mais l'a refermée aussi vite, une larme fraîche traçant un chemin sur sa joue. Le silence entre nous semblait une chose physique, épais et suffocant, pesant sur nous deux alors que nous nous faisions face dans la lumière tamisée de la pièce. Les épaules d'Émilie étaient vite voûtées, ses yeux larges et désespérés, se levant pour rencontrer les miens avant de se détourner, comme si elle ne pouvait supporter de voir l'expression qu'elle savait y trouver. J'ai pris une inspiration, la froide finalité de tout cela s'installant dans ma poitrine, se solidifiant en la seule vérité qui comptait maintenant. Les mots sont sortis stables, sans une trace d'hésitation. « Alors va vivre avec lui », ai-je dit, ma voix basse mais inflexible. L'impact de la phrase semblait l'avoir frappée comme un coup, et elle a titubé, les yeux s'écarquillant alors qu'elle saisissait toute la signification de mes mots. « Richard, s'il te plaît », a-t-elle commencé, faisant un pas vers moi, sa main tendue comme pour combler la distance entre nous, pour me ramener de ce précipice. Mais j'étais déjà trop loin, debout, au bord de quelque chose sans retour. J'ai levé la main, non pas par colère, mais par un simple geste qui l'a arrêté au milieu de son élan. La porte était derrière moi, lourde et résolue, et je me suis tourné, tournant la poignée jusqu'à ce qu'elle grince, le son résonnant dans la pièce comme un jugement final. Ses yeux se sont remplis de larmes fraîches, scintillant alors qu'elle capta en la lumière, et pendant une seconde douloureuse, j'ai presque ressenti leur poids moi-même. Mais j'ai repoussé cette pensée, me concentrant sur la douleur déchiquetée qui me tenait droit, m'empêchant de m'effondrer sous le poids de la trahison. Les lèvres d'Émilie tremblaient, son corps visiblement secoué, mais elle n'a pas bougé, comme si en restant immobile, elle pouvait suspendre cet instant, empêcher la porte de symboliser ce que nous savions tous les deux qu'elle représentait. « Oh, je ne peux pas !» a-t-elle finalement étouffé, sa voix se brisant en un sanglot qui semblait résonner sur les murs. C'était le son du regret, d'une prise de conscience trop tardive pour compter. J'ai rencontré son regard, mon expression se durcissant, non pas par cruauté, mais par nécessité. « Si tu peux, ai-je dit, chaque mot une pierre jetée dans le puits de profond du silence qui a suivi. Et tu le feras. » J'ai fait un pas de côté, la porte s'ouvrant largement derrière moi, n'offrant aucun réconfort, seulement la réalité que c'était la fin. Pendant un moment, elle laissait rester là, me regardant comme si elle essayait de mémoriser chaque détail, cherchant une partie de moi qui pourrait encore céder, qui pourrait encore pardonner. Mais il n'y avait rien à donner. La partie de moi qu'il avait autrefois aimée avec un abandon téméraire était maintenant ensevelie sous les cendres de ce qu'elle avait fait. Elle s'est détournée, ses pas hésitants, traînant, comme si chacun nécessitait un effort monumental.
Le poids de la finalité pesait sur ma poitrine, me comprimant, alors que je la regardais ramasser la valise et ouvrir la porte moustiquaire. L'air nocturne s'est engouffré, frais et indifférent, nous enveloppant alors qu'elle sortait, sa silhouette découpée par la lueur tamisée de la lumière du porche. Pendant un battement de cœur, elle s'est arrêtée, dos à moi, la silhouette de sa figure nette contre l'obscurité au-delà. Le silence bourdonnait de mots non prononcés, d'excuses qui n'avaient plus leur place, de promesses de trop tardives pour signifier quoi que ce soit. Elle ne s'est pas retournée. La porte moustiquaire s'est refermée derrière elle avec un clic, et le vide qui a suivi était profond, un vide qui semblait aspirer l'air de la pièce. Je suis resté là, enraciné, fixant l'endroit où elle avait été, où tout avait changé en un instant. La maison autour de moi semblait différente, dépouillée de chaleur, dépouillée d'elle. Mais à mesure que les secondes passaient je sentais quelque chose d'autre s'installer. Ce n'était pas encore la paix, mais une lueur de quelque chose proche de la délivrance, une compréhension froide et dure que quelle que soit la douleur qui m'attendait, c'était la seule voie à suivre. C'était la seule façon de me récupérer des décombres. La porte s'est refermée avec un clic doux et final, le son s'installant dans le silence comme un point d'exclamation. La vie que j'avais connue, l'avenir que nous avions planifié était parti, remplacé par ce présent brut et impitoyable. Mais alors que je me tenais seul dans le silence, j'ai réalisé que c'était aussi un commencement. C'était déchiqueté et douloureux, mais c'était à moi, et cela devrait suffire. Merci de regarder et n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les nouvelles histoires.